Dans cette deuxième table ronde que j'ai voulu intituler «Croître dans un monde instable, plus instable que jamais. 2030, c'est demain. La situation est compliquée, elle va pas changer. On souhaite qu'elle change, hein, soyons positifs, mais on peut s'attendre à quelques semestres, en tout cas un peu difficiles». On a autour de la table Aline Buscemi. Premier coup, formidable. Ex-fondatrice de Minimo, qui a aussi dirigé Made in Design, qui aide des commerçants et e-commerçants avancés. On a Thomas Rouault, le fondateur de Snow Leader, distributeur de produits d'outdoor en ligne et en boutique. On a Nicolas Prigent, qui est VP D2C du groupe SEB. C'est juste. Et on a triché un peu parce qu'on a enregistré hier, avant-hier, on s'est croisés à Paris. On en a profité pour faire un enregistrement du panier qui sortira bientôt. Et on a enfin Jérôme Dalidé, qui est le DG de Moto Blues, qui distribue des accessoires pour motards et équipements en ligne et en boutique. Euh, sur cette deuxième table ronde, pour 2030, on est dans une période instable. L'idée, c'est comment est-ce qu'on l'aborde aujourd'hui et demain pour être sur des bases solides. Une base solide, c'est cash, croissance versus rentabilité. Ça fait partie des questions que je voulais vous poser. Et comment on s'organise aussi dans des grands groupes parfois comme le tien, Nicolas, pour avancer. Comment est-ce qu'on structure ça? Logistique, comment est-ce qu'on gère l'international, l'omnicanalité? Aline a de belles histoires à nous raconter sur le sujet. Tu as été précurseuse, comment on dit, sur le sujet. On parlera aussi beaucoup d'humain et ça c'est intéressant parce que dans les exercices préparatoires que je vous ai demandé de réaliser, euh, l'humain revenait plus que dans l'autre table ronde où il pensait vraiment inadmissible. Euh, et je voudrais commencer avec toi, Nicolas, euh, qui a poussé très très fort le D2C dans le groupe SEB, un groupe qui fait plus de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, entre 40 et 45, entre 43 et 45% aujourd'hui en D2C. E-commerce, e-commerce. En e-commerce, pardon. Dans cet environnement et avec ta vision et ton organisation de la transformation digitale sur cette brique-là du groupe, comment tu t'organises pour les années à venir? Est-ce qu'il y a eu des changements importants? Alors, oui, on a fait pas mal de grands changements, grandes décisions. Peut-être 2 points pour préciser. Nous, on est venu du wholesale. Donc, vendre en direct à des consommateurs, c'était. J'étais recruté en me disant, vous allez devoir nous convaincre parce qu'ils vont tous nous tout mettre dessus. Aujourd'hui, ça représente en moyenne 9% du chiffre d'affaires du groupe. Mais le chapitre 1 du D2C, c'était finalement premier les petits trous qui n'étaient pas pris. Voilà, donc on n'avait pas forcément les meilleurs produits à vendre. Et depuis 1 an, en fait, la direction générale a décidé de dire en go-to-market, il y a deux incontournables que sont Amazon et Direct to Consumer. Et donc, on est dans des approches où les gammes de produits sont pensées pour Amazon et pour Direct to Consumer en premier lieu. Donc ça change déjà beaucoup de choses. La conséquence de ça, c'est qu'on bénéficie d'un investissement marketing assez important. Et donc ça, c'est voilà. Donc on a dit D2C first, et donc les moyens marketing qui vont avec viennent. Donc premier choix. Deuxième choix, on est un grand groupe. Donc au début, on aime bien centraliser, on aime bien faire la solution un peu unique que tout le monde utilise. C'est plus facile pour les gens qui vivent à Lyon, mais ça crée pas mal de contraintes, ça crée pas mal de frictions. Et donc, on est dans une démarche véritablement pas de décentralisation, mais de distribution pour renforcer l'ownership du business dans les marchés par les filiales. Donc, ça passe par exemple par passer d'un entrepôt à 8 entrepôts logistiques en Europe. Ça passe par un budget IT qui est contrôlé par des équipes locales. Alors, on arrive à le reconsolider, mais donc ça, c'est une deuxième décision. On est vraiment, le mot que j'utilise, c'est unleash the potential of D2C, et ça parle par libérer les énergies. Et puis, et le dernier, ça t'a choqué il y a 2 jours quand on s'est parlé. En fait, assez rapidement, moi, j'ai voulu mettre l'IA dans les mains de tout le monde. Donc, avec un de mes compères qui est juste là, au tout début, en fait, dans les équipes D2C, où laisser ChatGPT à l'intégralité des collaborateurs pour qu'ils apprennent. Alors maintenant, on est un peu plus régulé, mais la responsabilisation de l'utilisation de l'IA, ce qui nous permet aujourd'hui
Alors, on n'est plus à quatre pattes, mais on commence à marcher un petit peu sur les usages d'IA assez intéressants. Un groupe qui est drivé par le ROI, les décisions par le ROI, la data, et tu as poussé fort sur Amazon. Je crois que Thomas, toi, tu es plutôt anti-marketplace parce que c'est une fuite de valeur, une fuite de contrôle. C'est pas qu'une marketplace, Amazon, ils ont aussi du stock et ils vendent des produits. Nous, on a effectivement fait le choix de ne pas ouvrir de marketplace, donc de ne pas prendre le flux des autres chez nous, parce qu'on s'est dit que on était capable d'acheter les produits et si la marge, elle était que dans les 15% de commission qu'on pouvait prendre, du coup, il n'y avait pas d'intérêt. Et on a aussi du coup refusé de donner notre flux, parce qu'on considère que notre actif, c'est les marques qu'on revend et nos fiches produits et tout ce qu'on fait autour. Et donc, c'est notre boulot d'amener les clients chez nous et de ne pas faire en sorte qu'ils aillent chez les autres. Aline, tu veux rebondir? Bah, oui, je rejoins totalement Thomas en fait sur le sujet parce que finalement, qu'est-ce qui va faire la différence demain? Enfin, qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui? Qu'est-ce qui fera la différence demain? C'est le produit qu'on va acheter, l'expérience qu'on va avoir. Et puis, si finalement on les aura tous des marketplaces avec tous les mêmes produits, où est l'intérêt? Où est la finalité? Parce que on va chercher quoi? On va chercher le meilleur prix finalement. Et par contre, en tout cas aujourd'hui, à part Amazon qui indéniablement est le premier du secteur, on n'a pas une expérience client, non en tout cas qui me bluffe quand je commande sur une marketplace, parce que je suis forcément déçue, parce que je m'attends à la notoriété du site sur lequel il allait acheter, puis finalement, j'ai pas le service rendu derrière si le produit n'est pas le produit du site au départ. Donc, je trouve ça très décevant et surtout, ça permet pas de se différencier. Donc, pour moi, la marketplace, elle ne s'envisage que sur une verticale qui va être commune, mais pas une marketplace sur laquelle on va trouver finalement du tout et n'importe quoi. Parce que même on perd le consommateur et on ne s'y retrouve plus, on ne sait plus. Et l'expérience client, elle est appauvrie. Et pour moi, de ce fait-là, c'est pas intéressant. Je crois que c'est le filtre le plus utilisé. Vas-y. Le vendu par chez des acteurs mass market, type Boulanger, Darty, le premier qui est utilisé, c'est le vendu par le site de l'enseigne, quoi. Vendu par le sud de l'enseigne. Tu dis que ça va au détriment de l'expérience utilisateur, mais enfin de la différenciation de la marque, pardon. Mais Nicolas, tu me dis que toi, tu te rapproches de l'utilisateur. En fait, tu rends sa vie plus facile quand il vient chercher une marque connue, reconnue. Non. Nous, la mission du groupe, c'est d'embellir et faciliter la vie des consommateurs. Donc déjà, en fait, s'ils sont sur Amazon et qu'ils cherchent un aspirateur ou une poêle ou une casserole, on veut leur faciliter la vie et être là. Donc nous, on est vendu par Amazon. Donc on n'est pas en D2C sur Amazon, on est vendu par Amazon. Donc ça, c'est juste pour compléter on n'a pas exactement la même vision. Après, les autres marketplaces, on est aussi d'accord. Il y a des marketplaces sur lesquels on n'ira pas parce que finalement, la proposition de valeur qu'on va apporter n'apporte rien. Donc, on veut essayer d'avoir un produit qui font du sens sur le marketplace. Donc, je prends Mano Mano, ça va... Mano Mano, est-ce qu'on a intérêt à aller sur Mano Mano? Quand Mano Mano se positionne effectivement sur la climatisation, sur la ventilation, là, ça fait du sens et on ne va pas se positionner par rapport à d'autres produits qu'on pourrait vendre. Voilà, donc pour faciliter, on essaye d'avoir une logique de présence de nos produits sur un touchpoint digital qui fait du sens. Jérôme, tu voulais rebondir? Donc, moi, juste pour parce qu'il y a 2000 moteurs en France, je sais pas si beaucoup de moteurs, mais Motoboss, c'est 2005 G5. J'étais voir le fichier client. 70 millions de chiffre d'affaires et on fait 15% en Europe, mais 90% c'est du web. On a 2 magasins dans le Nord, l'Entropiste du Nord. Et nous, on a un positionnement complètement inverse. Nous, on se dit maintenant, dans le plan de développement 2030, on doit aller là où nos clients sont. Et les clients sont sur les marketplaces, ils sont dans les retail, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont dans les events.
etc., etc. Et nous, on doit aller partout là où ils sont parce que je pense qu'aujourd'hui, le côté justement vertical d'un réseau, il n'existe pas. À nous, après, de travailler extrêmement bien, effectivement, comme c'était dit précédemment au groupe, la valeur de la marque. À nous, après, de bien maîtriser tous les KPI. Le marketplace nous fait même grandir. Aujourd'hui, sur Amazon, on a fait un certain nombre d'éléments de contenu sur un produit en mettant vraiment tous les ingrédients qu'on n'avait pas sur notre site. Bah, aujourd'hui, tout ce qu'on teste ailleurs, on le remet sur notre site. Ça a complètement fait changer aussi la vision du service relation client. Parce que vous êtes sur Amazon, bah, vous ne pouvez pas juste nous déroger avec leur niveau de KPI qui sont parfois plus exigeants que ce que vous avez en interne. Donc là, vous pouvez juger réellement de ce que vous êtes. Parce que forcément, si vous voulez réussir en 2030, c'est d'abord la satisfaction client qui va faire la différence. Et on a découvert même d'autres marketplaces qu'Amazon. Aux Pays-Bas, par exemple, chez Bol.com, ça bat Amazon. Et aux Pays-Bas, c'est un carton. Donc on découvre comme ça des pépites. Et pour nous, plus large, c'est même un terrain d'acquisition pour développer tout notre business en Europe. C'est-à-dire que c'est un élément pour voir si le marché répond et si notre marque, nos produits, etc. Donc on va plutôt comme un terrain d'expérimentation et surtout aussi comme un terrain le frontal de se dire mais vraiment, est-ce que nos niveaux auxquels on croit que l'on met en termes d'expérience client, mais au même titre que si on ouvre un magasin, hein, quand on est devant le client en physique, on se prend des remarques qu'on n'a pas forcément sur le web. Voilà, donc nous, on a plutôt une vision un peu différente de la marketplace, quoi. En fait, on a l'approche similaire. En fait, on veut être sur les bassins d'audience. L'enjeu pour nous, il est de se dire on est à la solde d'un changement de coût d'acquisition du consommateur. Donc, en fait, on doit aussi balancer à des histoires que les collègues juste avant m'ont partagé. En fait, comment développer une lifetime value avec le consommateur. Là, on est un vrai enjeu, en fait. Donc, on veut être prévention des consommateurs. Maintenant, comment être capable de récupérer de la first party data, comment être capable de créer une relation long terme. On ne va pas devoir passer par le péage des différentes retail media. C'est un enjeu assez fort aussi pour nous. Aline, je t'ai vu lever la main. Oui. Oui, parce qu'en fait, quand on parle de marketplace, finalement, il y a 2 sujets. Il y a ouvrir sa marketplace sur son site, comme le font voilà, un nombre d'acteurs de plus en plus important. Et il y a c'est aller se mettre ses produits sur une marketplace. Alors, Amazon, je le mettais un peu à part. Oui, Amazon est un formidable terrain d'expérience. Ça, je ne dirais pas le contraire. Mais comme je le disais tout à l'heure, pour moi, Amazon, c'est quand même le cas à part parce qu'Amazon a vraiment travaillé toute son expérience client et aujourd'hui, je ne connais pas d'acteur qui soit aussi fort encore que l'est Amazon. Parce que finalement, alors on n'est encore pas au niveau des États-Unis en France, mais pour avoir vécu aux États-Unis et testé l'expérience Amazon aux États-Unis, c'est juste bluffant. Voilà, on pose, Qu'est-ce qui différencie? on pose son colis en bas de l'immeuble et puis le produit, tous les jours, il y a des départs vers Amazon. Peu importe l'état du produit à l'arrivée, ils posent aucune question, ils vont rembourser. Et l'expérience client est tellement fluide et énorme que vous dites, ben oui, en fait, et tout est sur Amazon. Enfin, aux États-Unis, quelle que soit la marque que vous cherchez, en fait, je ne crois pas avoir eu d'exemple où j'ai cherché un produit que je n'ai pas trouvé sur Amazon. Et comme je savais que finalement, ça allait être nickel et que j'aurais pas de problème de renvoyer ou de me faire rembourser ou quoi que ce soit, je me posais même plus la question. Alors qu'à la base, je suis pure player, e-commerce, voilà. Notre sujet que je voudrais aborder aussi, c'est la logistique et la structuration logistique pour croître, qui peut être un élément de différenciation. Thomas, toi, tu as fait de sacrés investissements au cours des années passées. T'en prévois encore d'autres d'ici 2030? Bah oui, on a un entrepôt logistique qui fait 32 000 m², donc on a déménagé de 3 000 à 25 000 au départ, donc c'était un peu plus grand. Qu'on a robotisé avec un système AutoStore et des machines d'emballage. Ça nous a coûté beaucoup de capex au départ, ça nous a coûté beaucoup d'EBITDA puisque comme tout e-commerçant en croissance, on a les 2-3 premières années où du coup on est surcapacitaire, donc on bouffe de l'EBITDA. Et ensuite, quand on est en fin de phase, on en génère. Et c'est arrivé dans une phase où les banques ont eu quand même plutôt tendance à fermer le robinet qu'à l'ouvrir. Mais aujourd'hui, en fait, c'est un vecteur de création de valeur qui est énorme, puisque du coup, on n'est plus
limité par la place et on a financé des outils avec des taux d'intérêt qui étaient très bas et qui aujourd'hui nous permettent d'avoir la capacité de gérer ces volumes sans être obligé de repenser un déménagement. Donc c'était un pari qui était risqué, mais qui est aujourd'hui un vrai game changer par rapport à nos concurrents et aussi un outil qu'on met en avant auprès de nos fournisseurs pour les rassurer sur nos perspectives de croissance futures. Et votre solidité, votre assise, j'imagine, ça crée de la valeur pour la société aussi, accessoirement. En l'occurrence, ça a plutôt créé de la valeur pour le dirigeant, parce qu'on a réussi à faire des deals immobiliers voilà. Si, non, mais c'est un vrai sujet. J'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs, que ce soit dans le transport ou dans plein de sujets, où finalement la société d'exploitation ne leur a pas forcément rapporté d'argent, pas fait de cash out, mais l'immobilier est quand même un outil qui permet aussi de générer de la valeur. Et cette valeur, elle peut aussi être au service de l'entreprise en participant à des levées de fonds. Et ça permet aussi de ne pas être dilué. Puisque du coup on a la même capacité que les fonds d'investissement, quoi. Sur la capacité logistique, je vous voyais tous les deux hocher la tête. Je te passe la parole, Jérôme. Non, mais nous, c'est pareil. Quand je suis arrivé, on a mis les gros capex dans toute l'automatisation de log. On est passé d'une prod de 21 commandes par heure par employé à 34 aujourd'hui. Donc, pendant les Black Friday, par exemple, je fais plus l'intérim. Enfin, je veux dire, ça passe. Donc, on a un surcapacitif pour une capacité de croissance. Ce qui plaît aussi à des actionnaires, parce que quand ils visitent un entrepôt, ils aiment bien ce genre de truc. Ils visitent un entrepôt. Les écopreneurs en IA, donc ils visitent l'entrepôt. Et en fait, ils voient les choses. Et surtout, c'est que nous, derrière, on a aujourd'hui, on est passé de 120, 130 000 références à 200 000 références. Notre objectif, c'est de voir l'offre la plus large du marché. Et on a 70% de nos rêves qu'on n'a pas en stock. Donc, on a playboy complètement aussi nos outils avec les staffs des fournisseurs. On peut être capable d'avoir une promesse client affichée sur le site qui soit réaliste et qui soit aussi réel. Donc, on a un time to market qui s'est largement amélioré. Mais fondamentalement, je pense que la log, c'est un truc super important dans le time to market et dans la capacité à livrer vite, mais aussi avoir derrière un choix de référence hors stock ou hors stock qui peut être extrêmement fort. Nous, dans notre domaine, on a énormément de pièces accessoires qui sont liées au modèle de moto. Donc, on est en train d'élargir et de fait de ce travail, maintenant, on verticalise beaucoup en me disant, je fais de l'enduro, je fais du trail, je fais du racing, etc. Donc, on peut maintenant vraiment verticaliser nos métiers grâce à la log. Et je pense qu'aujourd'hui, le premier truc que je ferais, c'est vraiment optimiser à fond la logistique. C'est un gros sujet. Moi, j'ai été recruté, on m'a dit de lancer du D2C assez vite. Et en fait, j'avais tout à faire, en fait. Donc, il fallait faire les websites, il fallait des websites qui étaient des sites de contenu, les rendre marchaux, il fallait apprendre à facturer un client B2C. Quand on est manufacturier B2B, c'est facile à dire, mais c'est compliqué à faire. Je regarde mon copain Christophe avec qui on a fait ça chez Michelin. Donc le choix qu'on a fait à la LOB, au début on s'est dit sur l'Europe c'est facile, c'est la même monnaie, on va trouver un maxi entrepôt et puis on va tout mettre là-bas pour pas avoir de dépendance avec le cœur nucléaire et la boîte SAP. Bien nous en est prêt, donc on a construit j'ai une cathédrale à Liège. Donc ça marche très bien pour l'Allemagne, ça marche très bien pour Benelux, Nordics, France. Et puis au bout de quelques années, en fait, ça devenait gros et on s'est aperçu que ça coûtait cher d'envoyer de Liège à Toledo ou de Liège en Sicile. Et donc il y a un an, pour revenir à cette unniche D2C, on a décidé finalement pour des raisons de proximité, alors pour des raisons PNL, donc les coûts de transport sont moins chers quand on est à Madrid pour travailler à Toledo qu'à Liège. Et puis ça nous permet d'avoir des temps de livraison qui sont beaucoup plus courts. Donc on fait ça dans des entrepôts qui sont nos entrepôts B2B, donc maintenant on a le temps de le faire. On sait le faire, on a compris ce que c'était, donc on a des entrepôts qui sont partagés entre ceux qui stockent nos produits qu'on envoie chez Amazon par exemple, et puis il y a une partie un peu dédiée qui fait du B2C. Et c'était une question d'apprentissage et maintenant c'est un enjeu clé.
Tu parles d'international. Vous avez un enjeu aussi de croissance à l'international en Europe. Je te vois hausser les sourcils. Non, mais c'est pour nous le marché français, il est pas, enfin on n'est pas à un niveau part de marché encore satisfaisant, donc on a encore un business à faire. Donc là, on va plutôt le faire par un réseau de franchise et développer toujours le e-commerce. Mais nous, c'est l'Europe. En fait, l'après-Covid nous a généré énormément de concurrence européenne. Avec ça, Brexit qui fait qu'à un moment donné, beaucoup de gens sont revenus sur les marchés clés. En plus, sur le marché de la moto, il y a 3-4 pays qui se ressortent du lot, dont l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Et puis là, récemment, grâce justement à cette logistique et l'ouverture maintenant de sites multizones, et on n'a pas attaqué la multidevise, mais on doit attaquer la multidevise. On fait les cartons dans tous les pays Benelux et autres. Et on a là, la Scandinavie. Donc là, l'Europe, pour moi, c'est le gros chantier pour nous pour 2030. Et d'ailleurs, on doit avoir une vision européenne qui change aussi dans les équipes. Là, on vient d'embaucher, par exemple, une personne de celle-ci-là. L'excellent trait, c'est qu'il soit bilingue, trilingue, français, anglais, néerlandais, flamand, et qu'il soit motard. Donc l'entonnoir est... Voilà. Toi, tout le pas s'en fout, mais bon. Et on l'a trouvé, il est à Rennes. Donc c'est le premier collaborateur qu'on a full remote aujourd'hui, basé à Rennes. Voilà. Donc ça change les organisations. Un bureau en Espagne demande de prendre des gens, une italienne pour faire l'Italie, parce qu'en Espagne, à Barcelone, il y a plus de communautés, etc. Donc ça change aussi l'apprentissage, et on donne des cours d'anglais aussi maintenant en interne dans l'entreprise, parce que le côté bilingue en France, c'est limité. Et l'outil logistique est un tremplin pour attaquer l'international. Totalement. Là, le fait d'avoir élargi le catalogue, on a pu aller sur les marchés nordiques, notamment les Pays-Bas, parce qu'on avait élargi notre offre et que globalement, on a les mêmes prix, les mêmes gammes, mais l'élargissement fait qu'aujourd'hui, on arrive à capter ses clients. Et donc ça, c'est plutôt que d'être une marketplace, nous, on a décidé d'avoir l'offre la plus large du marché et tout passe par chez nous. On ne fait pas de dropshipping, tout passe par chez nous parce qu'on veut maîtriser la Donc, qui sont en stock, mais qui est en stock chez les fournisseurs parce que vous avez acheté, passe par chez vous pour préparer et expédier. Ouais. Ok. Thomas, tu as une expérience particulière aussi de l'international. Chez nous, l'export, ça représente 55% du chiffre d'affaires. On a une structuration avec une filiale en Suisse et bientôt au UK. Donc, dans le cas nominal, l'ensemble des produits partent de notre entrepôt principal. Et ensuite, pour la Suisse, compte tenu des problématiques douanières et de TVA qui sont différentes, du coup, les produits, on a un petit entrepôt tampon en Suisse où les clients nous renvoient les produits. L'ensemble du service client est géré depuis Annecy. Et on a maintenant des people aussi en Suisse parce que finalement, avec le niveau de charge, les congés payés en moins et le temps de travail en plus, finalement... Même un opérateur qui gagne 2 fois plus en Suisse nous coûte que 10% de plus, je crois. Voilà. Et c'est un autre détail. Non, mais c'est un détail important. Ça va dans la structuration de bassin de cash. Donc voilà, du coup, on travaille avec des transporteurs locaux, avec des systèmes d'injection directe pour un certain nombre de marchés. Et du coup, on encaisse dans le taux de TVA local, dans le taux de devise, et on fait ça aussi pour le UK, qui est finalement un copier-coller de la Suisse en termes de réglementation douanière et fiscale. Et on a un taux de croissance moyen qui est à peu près le triple sur nos marchés export que sur la France. Dialogue, l'international, la vente, on en a un peu parlé lors de la première table ronde, mais j'aimerais bien parler d'omnicanalité. Vous aviez des visions un peu différentes. Commençons par toi, Aline. Je vous pose une question qui était de quoi tout le monde parle, mais personne ne fait bien. Tu me parlais du vrai commerce unifié. Oui, j'ai parlé du vrai commerce unifié de l'omnicanalité parce que mon passage chez Made in Design m'a permis de me rendre compte que beaucoup en parlaient, mais peu le faisaient bien finalement. Pour la petite histoire, donc moi j'ai cofondé Miliboo et j'ai lancé en 2015, donc ça date un petit peu, la première boutique connectée. Donc la première expérience digitale, c'était la boutique Miliboo. Il n'y avait pas d'autre expérience digitale qui existait à ce moment-là. Et pour moi, alors je disais, c'était plus facile quelque part pour moi de
de créer et d'inventer de mettre en place l'omnicanalité. Parce que finalement, je venais pas au départ du retail, je venais du e-commerce. Et donc, pour moi, le client, c'était le client. Donc, il n'y avait pas de question de se dire, ben, c'est un client retail, c'est un client e-commerce. Non. Et c'est là où aujourd'hui je dis non, l'omnicanalité vraiment bien exécutée, aujourd'hui, je ne la trouve pas encore. Il y a des marques qui s'améliorent de plus en plus, mais on l'a pas encore. Parce que qu'est-ce que c'est pour moi un commerce fluide? C'est que où que vous ayez, que vous soyez sur les réseaux sociaux, que vous soyez en boutique, que vous soyez sur le site, vous êtes le même client. Et il n'y a aucune raison qu'on vous traite différemment ou qu'on ne vous reconnaisse pas quand vous allez en boutique alors que vous venez de passer commande sur le site et vous avez un souci. Là, vous arrivez dans la boutique, ah bah tiens, j'ai commandé tel produit, bah j'ai tel problème. Ah bah non, ça c'est pas nous, ça c'est la structure e-commerce. Bah en fait, non. Et c'est en ça que je dis l'omnicanalité dans des groupes comme celui dont je viens de passer un petit temps. C'est souvent, on a un site e-commerce et puis on arrive à se faire livrer en boutique, donc on est omnicanal. Mais non, ça n'a absolument rien à voir. Les vendeurs doivent être omnicanal et peu importe que la vente se fasse à droite, à gauche, en haut, au milieu ou même dans un autre pays. Enfin, ce qui compte, c'est le service client et c'est d'apporter cette différenciation au client. Et pour moi, c'est aberrant qu'on puisse penser ici finalement différemment, à vouloir absolument scinder tous les clients, puisque l'un sert l'autre en fait. L'un ne vient pas cannibaliser l'autre, l'un sert l'autre et tout client que vous êtes, vous avez fait cette expérience, aller parfois en boutique, parfois sur le site, parfois avoir vu le produit sur les réseaux sociaux, enfin voilà. À quoi elle ressemble la boutique en 2030? La boutique, justement, en 2030, c'est pas une boutique, c'est une expérience parce que en définitive, on n'a pas besoin d'avoir tout en boutique à partir du moment où on est capable de livrer le client de n'importe où, à n'importe quel endroit. La boutique, c'est un lieu d'expérience où on va pouvoir piocher, repartir avec le petit objet qui nous fait plaisir parce qu'on a besoin quand même quand on va en boutique en général, c'est parce on a envie soit de flâner, soit de voir le produit, soit de comparer, soit d'avoir une expérience qu'on n'aura pas sur le site, une explication, une valeur ajoutée qu'on n'aura pas sur le site. Mais après, le produit, qu'on le livre, je sais pas, moi, alors je suis plus, j'ai plus fait des produits volumineux, parce que Milibou, c'était du meuble. Donc forcément, un meuble, le fait que vous repartiez pas avec votre buffet ou votre lit 5 minutes après être sorti de la boutique, mais qu'on vous le livre chez vous le lendemain ou le surlendemain, c'est une meilleure expérience finalement que de vous embêter à tout mettre dans la voiture, sauf si vous voulez vraiment le faire et auquel cas on peut le gérer aussi. Mais pour moi, l'expérience de demain, elle est là en fait. Dans le groupe SEB, quelles sont les initiatives, les innovations dans les points de vente? Vous en avez presque 1200 tout, si je dis pas de bêtises. 1200, Ouais. 600 en Chine, donc on va plutôt dire 600. Ok, 600. Nous, on ne fait pas d'omnicanalité. Voilà. Et je le dis pour venir de l'omnicanal il y a quelques années. J'ai hérité en fait d'une situation. On a ouvert des magasins dans des outlets. On a des magasins qui sont des magasins d'usine et qui n'avaient que pour vocation de vendre des produits. Donc aujourd'hui, j'ai la gestion des deux, mais c'est deux mondes qui s'opposent. Et en fait, on doit inventer une omnicanalité qui nous est propre en fait. Donc je suis pas pressé d'avoir quelqu'un qui va avoir un prix sur un site de Moulinex, aller dans le magasin d'usine, voir le prix à moins 40%. Je suis pas pressé en fait d'avoir le responsable du magasin au téléphone pour qu'il me dise Nicolas, tu fais n'importe quoi avec tes prix. Je suis pas pressé de discussion. En fait, ça nous oblige à penser quel est le rôle d'un magasin de marque comme nous. Donc déjà, en tant que client d'une marque, je veux être reconnu. Et je peux comprendre en fait qu'il y a des magasins d'usine, je peux comprendre qu'il y a des magasins, un site internet avec des innovations, ça je peux le comprendre, à partir du moment où ça m'est expliqué. Donc la première obsession, elle est sur la reconnaissance du consommateur et la réunification des datas en fait, pour avoir une relation
CRM beaucoup plus personnalisé. Et le deuxième enjeu, sur des générations de trafic du online vers le offline et ainsi de suite, ça nous pousse à dire comment le magasin devient un magasin de service, donc un magasin de marque. Je veux pouvoir le réparer, je veux potentiellement pouvoir recycler des produits. Voilà. Donc, on a, nous, alors on n'est pas omnicanaux, mais on a cette omnicanalité-là à créer dans les 5 prochaines années. Thomas, vous venez d'ouvrir un grand point de vente à Paris. Qu'est-ce qu'il y a dans ce point de vente dont tu t'es inspiré d'autres marques éventuellement et que tu prévois d'avoir encore d'ici 2030? Nous, la façon dont on considère les magasins, finalement, c'est comme un device sur la plateforme de e-commerce. Donc, l'ensemble de ce qui peut être fait sur le site peut être fait en boutique et on a vraiment de la transversalité, que ce soit sur les retours, l'échange, etc. La boutique en 2030, il faut quand même que ça reste un centre de profit. Et ça, pour moi, c'est un enjeu parce que dans tout, on peut faire plein de choses dans une boutique, mais il y a un vrai, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, le coût des loyers, ils ont au mieux stagné, mais ils ont quand même eu tendance un peu à augmenter. Le coût de la masse salariale, il a aussi beaucoup augmenté. En tout cas, de base, les salaires de base ont augmenté. Mais quand on veut une équipe qui soit performante et motivée, il faut aussi qu'ils aient des niveaux de rémunération importants avec des incentives sur le chiffre d'affaires. Et il faut arriver à générer de la valeur dans cette boutique. Et c'est bien de faire des actions marketing, la relation avec la marque, mais il faut que le tiers orchestre il fonctionne d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est un enjeu pour nous d'avoir finalement des KPI qui soient adaptés aux boutiques avec la mesure du taux de conversion, du panier moyen, comment on fait évoluer notre marge, comment évolue le chiffre d'affaires à mètre carré, quelles sont les zones chaudes, les zones froides, en ayant un bon indice de satisfaction, mais en générant du cash, quoi. Alors, tu as parlé des people, c'est intéressant parce qu'on en a parlé aussi avec Nicolas. En boutique, il doit y avoir de la passion, du savoir-faire. Les collaborateurs qui travaillent en boutique doivent représenter la marque, en fait, et doivent représenter la passion de la marque pour les produits. En fait, si vous allez dans un magasin au Wayne Cook à Lyon, à Villefontaine, par exemple, vous allez rencontrer des gens passionnés. Des gens qui sont capables de vous expliquer pendant 5 minutes la différence entre une centrifugeuse à jus et une extracteuse à jus. Si vous allez chez Darty Boulanger, avec tout le respect que j'ai pour ses clients, vous n'aurez pas ce genre de sujet. Donc nous, l'expérience qu'on doit créer, alors effectivement, il faut qu'il y ait des écrans, il faut que je puisse commander du magasin sur le site internet, mais c'est surtout ce qui fera une expérience réussie dans un magasin de marque de demain, c'est nos collègues, mes collègues, qui parlent de produits avec passion, qui lui permettent l'usage d'un produit, de le tester, voire vous le prenez, vous le testez pendant 30 jours, vous le ramenez. Voilà, donc c'est véritablement l'humain qui nous permettra d'avoir une différence demain dans un monde rempli de marketplace, quoi. Et l'IA? Jérôme, je veux bien ton point de vue aussi sur le futur de l'omnicanalité et du retail ou d'autres types de collaboration chez Motoblues. Moi, on a tous les outils, mais on n'a pas de magasin. Donc, alors, dans la Dôme, un qui fait 2000 m², qui est un peu atypique, parce que c'est deux magasins de France, magasins de France en moto. Donc, c'est un showroom avec un parcours un peu spécifique, où on met une offre qui est complètement dingue pour un magasin de moto, mais aussi avec des grosses barrières de stock. Et je rejoins Thomas sur la notion de cash et de rentabilité, parce que, d'abord, pour un compte, c'est des choses qu'on connaît depuis des années, mais c'est dur à appliquer à un magasin tous les jours, en fait. La rentabilité des magasins tous les jours, c'est extrêmement pesant pour avoir été dans le retail pendant très longtemps. Et il y a effectivement les équipes, mais il y a aussi un certain nombre d'éléments qu'on ne maîtrise pas, comme le flux client, les stocks, etc. Donc nous, on a un autre magasin qui fait 250 m², et on a utilisé ce magasin comme un véritable expérience sur lequel on a tout mis. Pour le compte, comme on a en plus du MME dans l'IT, quelques solutions, mais donc on a tout fait. Donc le parcours est totalement unifié. On est obligé d'avoir des adresses email des clients parce que les factures, elles vont par email. Donc ça, le magasin, on prend les adresses email. C'est un compte unique, reconnu. On a mis en place les prix électroniques. Donc on a les mêmes prix aujourd'hui sur le web, sur le magasin à temps réel. C'est un changement automatique. Et on a le même prix aussi sur la marketplace.
Donc, on n'a pas de problème, sauf sur les marketplaces où les prix de transport sont intégrés, mais c'est les mêmes prix produits partout. Et dans le pays. C'est des prix différents en Espagne, par exemple. Donc ça, c'était un peu important. Et récemment, on a fait ça sur une autre expérience sur des cousins comme en Angleterre. On a mis en place l'e-réservation. Donc, on permet à des clients, parce que sur 250 mètres carrés, notre offre, elle ne s'exprime pas vraiment. Mais là, on a formé les vendeurs à la borne. Les bornes ne sont pas le reflet du site Internet, c'est bien un parcours spécifique. On a travaillé avec les vendeurs pour tout ce qui est filtre, etc. etc. Et le temps, donc on fait les réservations, c'est qu'on permet à des clients de réserver leurs produits sur le web. Ils viennent au magasin et on garde le produit pendant 7 jours. Ils ne payent pas. C'est 15% du chiffre d'affaires du magasin de 250 mètres carrés aujourd'hui, qui fait 2,2 millions. Donc, il faisait 1,3 million il y a 4 ans. En fait, donc voilà. Et là, maintenant, ce concept, on l'a posé. On l'a posé sur 500 mètres carrés pour pouvoir aller sur la franchise et en se disant, ça va plaire à des gens parce qu'on va améliorer le DFR, mode de stock, travailler sur l'ensemble, etc. Et là, on a des freins. Parce que le magasin, ça reste toujours un truc grand, il faut des produits, il faut du stock. Et là, on a encore des freins parce que les gens ne sont pas encore à l'aise, et notamment les vendeurs, avec ces outils que sont la borne ou accompagner un client comme un device, quoi. Et ça, c'est un gros travail de pédagogie. Je pensais que les gens étaient plus... Enfin, ils se plaignent que l'e-commerce est un danger, mais dans le magasin, ils freinent des cas de fer pour perdre... Voilà. Donc, il va falloir aussi que si certains ferment les boutiques, c'est un peu de leur faute aussi, quoi. C'est pas de leur faute que les Chinois. C'est intéressant. On en a parlé aussi, on parle un peu de désilotage et d'avancer tous dans le même sens. Nicolas, je pense que je veux bien que tu rebondisses là-dessus. On a un objectif commun partagé au niveau de la boîte, des entités différentes, mais en fait, on avance tous ensemble. Tu as parlé tout à l'heure des frictions que tu anticipais en distribution, tu n'en as finalement pas eu. Comment est-ce que en interne, du coup, tu alignes les intérêts ou tu gères ce changement pour que tout le monde avance dans le même sens et sans qu'il y ait de friction C'est une question de tout ça sur le lit. Je sais pas si j'ai la recette magique. Je vais peut-être juste dire ce que j'ai fait. J'ai juste fait des partenariats au bon moment. Donc, les premières années du D2C, c'était chercher 1 million, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, j'étais... il est où mon copain Stéphane Kobi? Voilà, donc quand Stéphane était... J'allais pas aller voir Stéphane, il lui dit « Stéphane, fais-moi des campagnes qui n'y mieux ». Stéphane, il était obsédé par faire du retail média sur... maintenant, la personne qui a pris la suite de Stéphane, bien évidemment, elle a dans son activité de la génération de trafic pour nos sites de marque à des fins de vente. Donc c'est plus une question de, au bon moment, trouver le bon moment. Et puis aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit en tant qu'industriel, en fait, on n'est pas un retailer. Mon métier, c'est pas d'ouvrir le marketplace. Je peux l'ouvrir. Là, on a eu le débat, est-ce qu'on fait une marketplace ou pas? Mais ce sera pas ça qui fera notre distinction. Ce qui fera notre distinction, c'est d'aller jusqu'au bout, en fait, de ce qu'on est capable de proposer en tant que manufacturier. Donc, par exemple, notre site internet de marque, il doit servir à vendre. Mais la raison principale par laquelle quelqu'un vient sur le site de Tefal, de Moulinex, c'est chercher de l'information. La deuxième, c'est de s'engager avec la marque. Et si on fait bien notre boulot, de convertir. Donc, on a tout un champ des possibles à faire sur le informé et le engagé. Donc, la temporalité est importante. Et par exemple, ce qui fait notre distinction aujourd'hui, c'est de dire comment on va intégrer la réparabilité, l'après-vente complètement dans ces sujets. Donc, comment on fait ça dépend de la personnalité de la personne qui le fait. Moi, je suis plutôt à aller chercher les gens en permanence et puis au bon moment et en trouvant une zone d'intérêt commun. Ok, Aline, est-ce que tu veux rebondir? On parlait d'agilité. Il y a avec les équipes, il y a aussi l'agilité des dirigeants qui doivent savoir dans des périodes compliquées faire un 180. Oui, parce qu'effectivement, en fait, l'humain, je reviens sur l'humain, parce que l'humain, ça reste quand même la base de tout et la base de l'EBITDA aussi, même si souvent on l'oublie. Parce que ça, sans les équipes et sans des équipes engagées, motivées et qui croient dans le projet et qui croient dans leurs dirigeants et qui suivent leurs dirigeants, c'est plus compliqué. En tout cas, l'EBITDA est moins beau. Moi, c'est
c'est ce que j'ai pu constater dans mes expériences, c'est qu'à partir du moment où on va donner du sens, où on comprend le pourquoi des actions du dirigeant, des décisions du dirigeant, ben, on est capable de soulever des montagnes et d'aller très très loin en définitive. Et surtout avec les nouvelles générations qui fonctionnent plus du tout comme nous on fonctionnait. Hein. Maintenant, c'est plutôt volatile hein, chez les jeunes. Ils recherchent autre chose, ils recherchent une autre expérience. Et ça, pour moi, ça en fait partie. L'humain, très bien. En 2030, elle ressemble à quoi, Jérôme, la société, ta société? Je rapproche de la retraite, je suis vieux. Nous, on en avait parlé, hein, c'est le cœur du réacteur. Hein. Donc, je pense qu'on en parlait à la pause avec Thomas, si on avait ça, je crois qu'on a eu la même idée. Moi, si j'avais ça, je le filerais aux équipes, quoi. Parce que, en fait, je veux plus j'entends l'IA, plein de choses, mais le sujet, c'est les équipes, la performance des gens. Nous, on va sortir cette année 1 million de résultats, à peu près, une clôture au 30 septembre. On a 3 niveaux de participation, la participation légale, des intéressements trimestriels en fonction de progression de chiffres. À la fin de l'année, on a 6% d'intéressement sur le label annuel, sur le temps d'EBITDA budget. Ça représente 280 000 € à peu près pour l'entreprise de redistribution sur 1 million de résultats. Et après, c'est la compétence. Donc, mettre de la formation, prendre des formations, motiver les gens. Alors, chez nous, la bière est gratos. On a une salle de sport, on a Vodkanvo, on a un terrain de foot, on a un terrain de basket, on a les babilles, la salle de jeu, on a du home office comme on veut. C'est chaque patron de service qui détermine son territoire de home office. Voilà. Donc il y en a qui prennent une journée, il y en a qui prennent 5 jours. On se fait confiance. Pour un dirigeant de 56 balais, c'est dur. Mais bon, en fait, celui qui montait avant dans les bureaux il y a 20 ans, qui fumait 10 clopes par jour, il continuera à le mentir, donc ça ne changera pas. Donc après, il faut mettre des conditions parce que le vrai sujet, c'est quand vous avez une pépite, c'est surtout pas de la perdre. Le coût du cabinet de recrutement aujourd'hui, le coût du recrutement, il ne faut pas perdre sa pépite. Et c'est pas une question d'un placement, mais dans le Pas-de-Calais, coincé entre Lens et Lille, dans une zone minière pourrie, et on s'en sort, quoi. Donc, là, ça donne envie, mais après, on n'est pas ainsi. Les montagnes de rêve. Donc, nous, c'est quand on fait venir quelqu'un, il faut s'assurer que le temps va être beau. C'est juste le truc qui. Mais on a des tranches comme ça. Mais voilà, donc, donc, on a un projet, on a un truc, on update, on a un rebond que nous update tous les ans. On est très transparent sur le business avec les équipes. Parce que c'est les premiers ambassadeurs. Donc, en plus, on a la chance tout d'avoir pas mal de motards. Donc, les premiers ambassadeurs des produits, etc. Enfin, mais je rejoins, enfin, c'est le rôle du dirigeant. Et le plus difficile pour moi, c'est à la fois de déconner et d'être exigeant, quoi. C'est Déconner et être exigeant. Ouais, c'est l'exigence, c'est les déconnades, quoi. Tu parlais de l'importance du smile, Nicolas. Ça faisait partie de tes réponses. Dans le même sens, en fait, si j'avais 100, je mettrais 70 sur l'humain. Et je ferais peut-être 2 choses. La première, c'est augmenter l'humain. Donc, l'IA au service voilà, arrêter de faire des VLOOKUP dans des fichiers Excel, arrêter de faire des trucs chiants, mais vraiment les vrais métiers, en fait. Donc, augmenter les gens pour qu'ils aient du temps face à face. Et puis, et peut-être aussi, moi j'ai 50 balais, je comprends rien à TikTok Shop. Il m'a fallu 48 heures pour faire mon premier achat sur 42 le 31 mars. Voilà. Et en fait, je sais que si on n'est pas sur chacune de ces vagues, en fait, on sera mort demain, en fait. Et donc, c'est la responsabilisation des plus jeunes. Voilà, c'est de laisser aux plus jeunes, en fait, la possibilité d'utiliser ChatGPT. On donne des règles et après, utilise-le, partage ce que tu apprends. Donc, voilà, donc je pense que dans 2030, un mec comme moi, il sert plus à rien, on comprendra rien. Mais par contre, si j'aide les gens à découvrir le truc, je pense que je peux être encore là en 2030 et surtout investir sur l'humain pour Opsem. Thomas. Nous, les enjeux pour 2030, c'est d'arriver à
à internationaliser les équipes de la même manière que notre niveau de chiffre d'affaires. Alors, à Annecy, effectivement, on a des montagnes et un lac, mais on a un petit pays rouge blanc à côté où les niveaux de REM sont un peu élevés, ce qui met un peu de pression sur les chefs d'entreprise pour faire en sorte que les salariés puissent se loger et soient contents de rester dans ces belles montagnes. Donc, ouais, c'est d'arriver à staffer les équipes et d'avoir un prisme qui devient européen et plus franco-français. Dans ton internationalisation, il y a des erreurs que tu as faites que tu peux nous partager. Oh non, sur l'Inter, on n'a pas été mauvais, je crois. On a fait plein d'erreurs, mais sur l'international, non, franchement, si on a, enfin voilà, on a peut-être le UK où on a un peu hésité parce que les règles changeaient en permanence et que notre ami Mich Mich, en termes de négo, il tenait pas compte de tout ce qu'il y avait à faire en termes de développement sur les sites. Mais même, voilà, le UK, on aurait dû structurer plus vite. C'est un marché qui est énorme. On le voit voilà, dans les montagnes, notamment l'hiver, il y a quand même beaucoup de clients britanniques. Et on aurait peut-être dû ouais, se structurer plus tôt et y mettre les moyens pour aller capter ce marché, quoi. Et autre enjeu sur l'humain? Autre enjeu sur l'humain, d'arrêter le télétravail, c'est une grosse connerie ce truc. Faut tout y arrêter. Non, ouais, d'arriver à recruter les talents, de les impliquer dans le projet, d'arriver à voilà, dans des structures qui grandissent super vite. Il y a un noyau dur de collaborateurs qui comprennent le projet, les enjeux et qui ont des relations avec moi. Et du coup, les nouveaux, il faut arriver à les intégrer dans ce projet, de leur faire comprendre quelles sont les valeurs et d'arriver à trouver le temps de partager un peu ces moments qui sont ouais, l'apéro, la journée au ski, qui sont faciles à organiser quand on est 20 et quand on est un peu plus de 200, c'est tout de suite un peu plus complexe. Mais on le voit dans les magasins pour le coup parce que c'est mesurable immédiatement. Entre une équipe qui est à bout de souffle et une équipe qui est motivée, le niveau de chiffre, nous on le mesure à x2, quoi. Et finalement, dans le e-com, l'impact, il est peut-être moins direct, mais comme en valeur absolue, c'est beaucoup plus élevé, finalement, c'est beaucoup plus important. Et donc, ça passe par avoir une DRH qui est au niveau de gérer une équipe de cette taille, d'arriver à avoir des actions envers les différents types de populations, parce que un acheteur à Annecy va pas avoir les mêmes besoins qu'un magasinier dans notre entrepôt. Et c'est d'arriver à décliner un peu cette politique de marque employeur auprès des différentes populations dont on a besoin pour faire tourner la boutique, quoi. On approche de l'heure. Je voudrais un dernier tour de table sur qu'est-ce qu'on commence, qu'est-ce qu'on arrête, qu'est-ce qu'on continue. Tu me suggérais une méthode qui est intéressante, c'est une photo à instant T. Oui, alors, en fait, moi, je suis très partisante de prendre du recul en tant que dirigeant, parce que c'est des choses qu'on a parfois du mal à faire, et de se poser totalement et prendre une photo. Où est-ce qu'on en met? Et on cartographie tout, on cartographie nos services, notre orga, etc. Et vraiment de s'imposer avec une aide extérieure si on n'a pas forcément le staff en interne, mais c'est pas de l'argent perdu. De refaire le point justement régulièrement, et cette photo, de la reprendre tous les 6 mois, tous les ans, pour vraiment mesurer l'évolution, où est-ce qu'on en est, est-ce que tout va dans le bon sens, parce que on est pavé de bonnes intentions. Alors après, bien entendu, ce que je dis là va dépendre de si vous êtes une PME, si vous êtes un groupe, voilà, quel est votre niveau de maturité aussi, hein. Et pour être passé par de la PME et du groupe, la maturité n'est pas la même, mais finalement, les grands groupes sont pas forcément mieux lotis. Et on retrouve un peu toujours la même, on va dire, la même problématique, c'est qu'on étend beaucoup de feux. Donc, qu'est-ce qu'il faut arrêter tout de suite? C'est arrêter d'étendre des feux, en fait. Ayez une stratégie, posez votre roadmap clairement, mais bossez-la suffisamment correctement. Prenez ce recul suffisant
pour avoir des stratégies, vous y tenir. Et oui, bien sûr, parfois, il y a un caillou, il va falloir sauter un caillou, il va falloir passer un peu à droite, un peu à gauche. Mais en tout cas, sachez où vous voulez aller. Et puis, si vous vous rendez compte qu'effectivement, en posant cette image, en fait, vous n'êtes pas dans le bon chemin, mais il faut aussi savoir dire, là, stop. On fait pas droite, gauche. Là, on fait un 180 et on repose la stratégie de l'entreprise parce que parfois, moi, ça m'est arrivé de croiser une stratégie qui n'est pas du tout la bonne, qu'il faut totalement changer. Mais là, après, il faut l'adhésion effectivement des équipes, des investisseurs. Mais pour le bien et la pérennité de l'entreprise, parfois, il faut aussi savoir dire, remet tout à plat. Et là, la stratégie, on la revoit totalement. J'ai vraiment le pari fou que tu viens de faire ou que tu vas faire pour les 18 prochains mois ou 5 prochaines années. Non, le gros pari fou, justement, c'est ce réseau de magasins. C'est vraiment le sujet qui nous intéresse. Mais on le voit aussi du côté européen. C'est vraiment ça. Et la deuxième chose qu'on doit intégrer maintenant dans l'entreprise dans sa globalité, et pas uniquement nous réserver ça aux DAF ou aux dirigeants, c'est le générateur de cash. Je crois qu'il faut générer du cash, parce qu'une entreprise a besoin de générer du cash, et la culture économique a besoin d'être transmise à tous les niveaux. Et tout le monde est acteur, qu'on soit en logistique, qu'on soit au marketing, etc. On doit être générateur de cash. Faire gagner tout le monde dans ces équipes, c'est générateur de cash. Donc on doit aussi être générateur de cash pour pouvoir justement investir demain dans une vision vraiment très européenne. Je pense que ceux qui restent... moi, je suis admiratif de ce que fait Snowider parce que 55% du business en Europe, c'est juste incroyable. Mais c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est d'avoir une vision européenne. Et pour ça, il faut aussi du cash pour pouvoir se développer. Donc voilà, c'est comme ça que je vois un peu l'avenir pour nous. Nicolas, qu'est-ce que je commence à faire demain matin à propos de réseaux sociaux et de social shopping? Qu'est-ce que j'en pense? Et qu'est-ce que tu conseilles de commencer à faire dès demain matin? Je pense qu'il faut y aller, tout en sachant qu'on gagne un pèlerin. Voilà. Donc, ça t'a choqué quand je te l'ai dit, mais, ou la question que tu m'as posée, c'est que tout le monde en parle, ou c'est quoi ta question? Oui, tout le monde en parle, mais personne ne le fait bien. Et je pense que tout le monde parle de TikTok Shop et personne ne sait comment faire des ventes profitables sur ce sujet. Et alors, pourquoi je le dis? En fait, ça fait 5 ans qu'on vend sur Douyin en Chine, TikTok, un magasin qui a un chiffre d'affaires qui a plus de 9 chiffres. On est considéré, où les équipes sont considérées comme une référence ou comme le playbook hors cosmétique, en fait, pour vendre sur TikTok Shop. Et la profitabilité est rikiki. Alors, pourquoi il faut y aller? Not seen, not sold. Si on n'y va pas, on ne sera pas vu. Et donc, si on n'est pas vu, on n'est pas vendu, en tout cas sur nos produits. Ouais, on a... Oui, indirect, on définit. Il y a regardez la force de la communication qui coûte rien. Voilà, c'est une billboard, par Kevin. Thomas, tu auras le mot de la fin. Le pari que tu fais dès demain matin ou que tu conseilles de faire dès demain matin? En fait, ça va reprendre un peu une réflexion que je me faisais au départ où tu disais la période elle est difficile, elle est chahutée. En fait, demain matin, moi, mon conseil, c'est de se lever en se disant que c'est un monde d'opportunités et pas voir le verre à moitié vide, mais de le voir à moitié plein. On parle de la Chine beaucoup. Alors, effectivement, les Chinois, ils viennent chez nous, mais nous, il ne faut pas qu'on s'interdise non plus d'aller en dehors de France et pourquoi pas d'aller en Chine. On est dans un... Le monde, il est tout le temps incertain. Alors, effectivement, en ce moment, on cumule un peu, c'est vrai. Mais malgré tout, il y a toujours de la consommation. La zone euro, si je dis pas trop de bêtises, il me semble que c'est le plus gros PIB encore aujourd'hui. Alors bon, les Chinois, ils ont une histoire de monnaie, c'est encore un autre débat. Mais il y a quand même de la consommation. On vit dans un climat tempéré. On est globalement en bonne santé, elle est en évolution positive. Et du coup, il faut plutôt capitaliser sur des choses positives. Il y a des entreprises qui se créent, il y a des projets qui arrivent. Tu me le disais tout à l'heure, tu sens qu'il y a quand même des clients qui signent et qu'il y a de la demande sur l'aspect e-commerce. Donc, mon conseil demain matin, c'est de voir les choses
un peu positive et de sortir de notre morosite qui nous tient au corps. Merci. Il y avait ces questions dans le préparatoire, c'est qu'est-ce qu'on a hâte de faire demain matin? Et je l'ai pas dit, mais Jérôme l'a répondu, on arrête de s'emmerder. Voilà, je trouve ça pas mal. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Et sinon, Moi, j'ai une petite question. Tout à l'heure, on sait pas. Enfin, il y avait une question autour de la profitabilité du point de vente versus la profitabilité du web. Et je rejoins un peu ce que vous disiez sur de break-even du TikTok Shop. Et ce que vous disiez aussi sur la manière de mesurer la profitabilité de votre boutique Snow Leader ouverte à Paris. Pensez pas que c'est difficile aujourd'hui de se dire on mesure la performance séparément? Dans la mesure où, en fait, tous nos parcours clients aujourd'hui, l'un profite à l'autre. Un magasin, c'est quelque part aussi un élément de réassurance, c'est une vitrine, c'est du média qui peut potentiellement servir votre site web et inversement. Et du coup, quelque part, mesurer la performance intrinsèque d'un côté séparément de l'autre, je pense pas que c'est un autre dangereux dans une approche omnicanale? C'est tous la question que mais c'est le not seen, not sold, un petit peu. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, moi, j'hérite en fait de canaux en fait qui sont gardés à l'aune de leur performance financière. Et donc, la valorisation de la marque n'est pas intrinsèquement dans le PNL, quoi. Donc maintenant, est-ce que je dois m'arrêter? Non, la réponse est non. La lecture à l'autre extrême, quand j'ai des équipes qui me disent bah, tant qu'on n'a pas un PNL unique, on peut rien faire. Non, mais je vois, j'ai des discussions, c'est non, c'est ma vente, non, c'est ma vente et machin. Donc voilà, donc je pense, je suis complètement d'accord. On a un vrai enjeu de data, de reconnaissance du consommateur, de mesure des halo effects. Et on est au début de cette histoire. Et pour des grands groupes comme le nôtre, la valorisation brand, c'est pas un sujet facile. Voilà. Ouais, pour compléter, moi, je suis marketeur au départ. Donc, ce que vous me dites sur l'impalpable, l'immatériel en termes de valorisation, ça me parle. Mais je sais que tous les 6 mois, je vois mon pool bancaire qui est beaucoup plus palpable, avec des gens qui n'ont pas forcément un esprit très marketing et calpé l'impalpable. Et donc, et ben, il faut arriver, et d'autant plus en période de disette financière, à justifier ces projets avec une réalité économique. Et autant dans une époque, on va dire un cycle 2017 jusqu'au Covid, voilà, où il y avait quand même les montants des levées de fonds et le cash qui était disponible était important, bah, on pouvait vendre des projets avec un ROI à 3-4 ans. Aujourd'hui, voilà, on est plutôt sur 18-24 mois et c'est déjà loin. Donc il faut arriver à trouver le bon équilibre entre bah, effectivement ce qui est créateur de notoriété et d'image de marque versus ce sacro-saint tabou Excel où il faut arriver à lui faire cracher du verre à la fin, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question? Eh bien, le souffle du dragon. Positif, mais inspiré par Michael, je vais poser une question hyper négative, mais qui sera positive. Je m'explique. Vous êtes des grands beaux, vous êtes des belles sociétés. On doit faire l'hélicoptère, ce qui est difficile en fait de tous les jours, faire l'hélicoptère entre le concret qui essaie de réfléchir à plus long terme. Si aujourd'hui je vous posais la question, qu'est-ce que vous faites, que vous arrêteriez de faire parce que vous sentez que vous n'êtes pas bon, mais que c'est primordial pour vous 2030, ce serait quoi? Non, mais la question, là, je vais te dire, on s'est posé, enfin, on m'a posé la question de terme sous un processus d'update de notre projet tous les ans. Et quand on a initié ça en 2020-2021, après Covid 2021, on a grimpé avec le Covid et après on s'est pris une chute. Et là, on m'a dit, bah ouais, mais il faut faire des trottinettes, bah ouais, il faut faire des vélos, bah ouais, il faut faire des trucs. Et donc, ce que on a refusé de faire, justement, c'est de se disperser et de rester concentré sur le domaine de notre cœur de métier qui est la moto. Et c'est là on s'est rendu compte que finalement,
En promo aussi de l'aviateur qu'on ne prend pas assez souvent parce que sur le marché, on n'avait pas toute l'offre. On faisait pas ça, on faisait pas ça, on faisait pas ça. Et cela, on a décidé de devenir vraiment le plus grand choix, etc. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, c'est surtout pas se disperser et de rester vraiment focus au cœur de son métier. Moi, j'ai une boîte que j'aime beaucoup, qui m'a formé, c'est Auchan. Je suis dramatiquement malheureux de les voir dans la situation aujourd'hui. Et je sais pourquoi aujourd'hui. C'est pas me prendre des stratégies commerciales, c'est que la boîte, elle a perdu son ADN. Et il y a un point fondamental. Moi, je suis pas fondateur, je suis dirigeant salarié. Le premier truc que j'ai fait, c'est de m'assurer que l'ADN dans l'entreprise continue de vivre. Et il y avait 3 mots-clés qui étaient le fun, la compétition et la passion. Et dans le fun, mon prédécesseur avait arrêté la bière, parce que c'était pas un, et il avait remplacé ça par des jus de goyave. C'est symbolique. Hein. Mais savez-vous ce que l'ADN de chez nous, c'est de faire la fête. Et donc, à un moment donné, et la passion fait, encore ça. Quand on fait du recrutement aujourd'hui, on pose ces mêmes questions. Le but, c'est pas la passion de la moto, c'est qu'est-ce qui t'anime dans ta vie. Est-ce que tu as l'esprit de compétition? Donc, ne pas se disperser, et de rester sur son ADN, c'est comme une famille, en fait. Moi, pour répondre à ta question, nous, ce qu'il faut qu'on arrête de faire, c'est des choses parfaites. Donc, on est un industriel, on aime bien quand tout est parfait. Et dans un monde digital, la culture du MVP est un must. C'est pas que une chose qui est... Alors moi, je suis, je vais parler sur ce qu'il faudrait effectivement arrêter de faire. Alors, mais qui relève de Made in Design, c'est couper les silos en fait, couper les silos entre un groupe et une PME. Parce que moi j'ai vécu une PME Made in Design qui appartenait à un groupe. Et l'intégration de la PME dans le groupe, chacun le fait comme il l'entend, mais quand il y a trop de silos, finalement on vient un peu tuer les âmes. Et il faut accepter de désiloter, il faut accepter de remettre de la transversalité, il faut accepter de faire confiance aux gens. Donc arrêtez les silos. Pour les entreprises qui sont encore en silo, arrêtez les silos. Vous tuez votre boîte. Merci à toutes et à tous. Et merci à Lucas, surtout pour votre transparence et votre générosité. Le mot de la fin pour Digital Circle. On passe le micro. Merci à tous. Allez, enfin, un petit mot de la fin. On m'a obligé d'être rapide. Non, on entend toujours. Ouais, c'est bon. Du coup, ce qu'on voulait avant tout, et on va être hyper rapide parce que c'est tard. Donc déjà, merci à tout le monde d'avoir tenu jusqu'à 22h. C'était un peu un challenge. Quand on a organisé tout ça, on s'est dit, putain, mais 22h, c'est hyper tard. Vous êtes encore là, c'est très, très bien. On veut remercier tout le monde. D'abord, les guests. Merci 1000 fois d'avoir pris ce temps-là pour venir ici, prendre du temps. Il faut savoir qu'ils sont tous venus... sur leur temps libre pour partager avec nous, avec vous tous, leur retour d'expérience. Et ça, c'est hyper appréciable. Merci aussi Laurent, pareil, d'avoir pris ce temps. C'est un travail assez fat de passer du temps avec chacun d'entre eux, d'essayer de comprendre où est-ce qu'on va amener la discussion, de relancer tout le monde. Franchement, c'est un vrai job et il le fait très très bien. Merci aussi aux partenaires en fait qui sont là, Ernest, Join et Cybercité qui ont participé, qui nous ont permis en fait d'organiser cet événement. Et enfin, merci aussi à l'équipe parce que en fait tout a commencé avec le Digital Circle. On était tous les deux avec Mickaël un jour et on s'est fait une biffe ensemble et on parlait tous les deux de e-commerce il y a un peu plus de 10 ans. Et je l'ai raconté à quelques personnes ici parce qu'on me posait la question. Et tout à l'heure, on se disait, putain, il est luin, ce dîner où on mangeait ensemble et on se disait, qu'est-ce qu'on va faire dans l'e-commerce? Et le dîner d'après, il a invité un pote, moi j'en ai invité un, on était 4. Et puis après, on a chacun invité 2 potes, on s'est retrouvés 10, 15, 20. Et aujourd'hui, en fait, le Digital Circle, c'est une vraie communauté, comme vous pouvez le voir ici. Et j'aimerais que les administrateurs du Digital Circle viennent aussi ici
Alix, Jean-Loup, Édouard et Laurent, parce que sans eux, en fait, tout ça, aujourd'hui, ce serait carrément impossible. Ils ont bossé comme des ifs pour générer cet événement et c'est un gros taf. Bah ouais, donc ils sont là et c'est vraiment eux au quotidien depuis quelques mois qui gèrent ce truc-là. Merci encore et la soirée continue, donc c'est parti. Merci, ciao, ciao. Ouais, c'est bon.